La transition écologique, tout le monde ou presque est d'accord pour dire qu'elle est indispensable aujourd'hui, mais avez-vous entendu parler de ce concept de la transition juste? Faire la transition écologique, oui, mais pas au détriment du pouvoir d'achat ou de l'emploi des plus précaires. Alors, comment relever ce double défi? Comment l'incarner dans une activité économique? Eh bien, c'est ce que font les entrepreneurs sociaux en général et c'est ce que font en particulier les Cargonautes. C'est une entreprise de cyclo-logistique qui emploie des livreurs à vélo et qui développe toute une chaîne de valeur autour de cette activité. Bonjour, Paul Roudot. Bonjour Frédéric. Vous êtes le gérant et le directeur du développement des Cargonautes. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui dans ce que vous faites au quotidien? Je dirais que ce qui me rend le plus fier, c'est le fait de contribuer à un collectif qui maintenant vit de façon assez organique et qui se développe. Parce que les Cargonautes, c'est un collectif? C'est un collectif et c'est dans le modèle social en fait. C'est une coopérative. C'est une entreprise qui est détenue par ses salariés associés. Et moi, ce qui me rend vraiment fier, c'est d'être dans une entreprise où il y a un alignement entre les valeurs qui me sont chères et le travail que je fais au quotidien. Et alors ces valeurs, ce sont lesquelles? C'est d'abord la transition écologique, c'est-à-dire qu'avec des vélos cargo, nous on remplace des camionnettes en centre-ville, donc avec toutes les externalités positives qu'on peut imaginer en termes de pollution, de nuisances sonores, d'emprise spatiale, d'accidentologie, pour aller vers des villes plus agréables. Et puis aussi la dimension sociale de la transition qui me paraît élémentaire quand on parle de transition écologique, puisqu'on rend la maîtrise de l'instrument de production aux personnes qui créent la valeur, c'est-à-dire les salariés de l'entreprise. Alors, avant de revenir sur ce que vous portez aujourd'hui au travers des Cargonautes, on va se pencher sur votre parcours personnel pour comprendre les racines de votre engagement. Quand vous étiez enfant d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire à quel endroit vous avez grandi et dans quelle structure familiale? Alors, c'est un parcours semé je ne sais pas si c'est d'embûches, mais en tout cas avec différents environnements. Mais en gros, j'ai grandi à Versailles pour une partie de mon enfance dans une famille monoparentale, du coup, essentiellement par ma mère, puisque mes parents se sont séparés, je sais pas, quand j'avais 3 ans, quelque chose comme ça. Et puis après, il y a eu... ma mère n'allait pas très bien quand j'avais 12 ans. Elle a fait une décompensation psychotique et du coup, après, j'ai été vivre chez mon père. Mais... Dans les Yvelines aussi? Non, là c'était plutôt à Paris. Paris, j'ai fait un tour par Vincennes. Vous êtes un Parisien? Voilà, je viens de Paris, mais voilà, dans une structure familiale assez éclatée. Et j'ai un peu vécu chez mes grands-parents aussi. J'ai passé pas mal de temps en internat et j'ai dû faire 7 établissements différents entre ma 6e et ma terminale. Et pour au final ne pas passer le bac et être déscolarisé en terminale. Voilà. Alors c'est intéressant parce que c'est assez fréquent de trouver dans le monde entrepreneurial des entrepreneurs qui n'ont pas de diplôme et en fait qui se font tout seuls. Et donc vous faites partie de cette catégorie-là? Oui et non, parce que je viens aussi quand même d'un milieu à minima privilégié sur le plan du capital culturel, avec des grands-parents qui eux avaient pas mal d'argent, ce qui n'était pas le cas de mes parents qui eux étaient plutôt au RSA. Mais voilà, j'ai quand même bénéficié d'un goût pour la connaissance qui m'a été transmis aussi par mes grands-parents et des codes sociaux. Et en fait, plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que c'est cette histoire de code, en fait, elle est hyper importante aussi dans le monde professionnel. Alors, dans notre série de portraits vidéo engagés, cette série, je pose souvent la question des racines familiales parce que ça explique parfois des choses. Et là, j'ai pas trouvé, dans ce que vous dites pour l'instant, l'accroche avec le vélo. D'où vous vient cette passion pour le vélo? Eh ben, je ne sais pas trop. Franchement, c'était. Moi, j'étais pas forcément un fan de vélo à la base. J'étais plus rugby. Mais en fait, quand j'ai arrêté les cours en terminale, assez rapidement, j'ai dû trouver un boulot alimentaire en fait pour
pour subvenir à mes besoins. Et à ce moment-là, il y avait toutes les plateformes de livraison de repas qui se lançaient, donc les Take It Easy, Deliveroo et consorts. Et donc j'ai commencé à travailler en fait pour ces plateformes-là. Et donc j'avais emprunté un vélo à mon père. Et petit à petit, vraiment la passion est venue. J'ai acheté des nouveaux vélos. J'ai rencontré aussi toute une communauté qui était fan de vélo. Et donc voilà, ça m'est plutôt venu comme ça. Mais ça remonte pas à très très loin dans ma vie. Parce que vous avez moins de 30 ans aujourd'hui ? Ouais. C'est ça. Vous êtes un jeune entrepreneur et donc en fait c'est votre entrée dans la vie active qui vous fait prendre conscience d'un certain nombre de travers dans le monde du travail, c'est ça ? C'est ça qui s'est passé dans votre esprit ? Oui, en quelque sorte, puisque quasiment ma seule expérience avec l'emploi, en tout cas avec une activité rémunératrice en dehors de Cargonaut, c'est les plateformes d'auto-entrepreneurs, qui est quand même un rapport très particulier. Hein. C'est pas celui que la plupart des travailleurs ou des travailleuses ont en France avec leur employeur, puisque là c'est un client qu'on a, qui est donc quasiment le seul lien qu'on a avec lui, c'est une application en fait sur son téléphone. Donc c'est vrai que là c'est le degré zéro en termes de protection sociale, hein, puisqu'il n'y a pas de congés payés, il n'y a pas d'accident de travail. Et voilà, et après ma sensibilité... Il peut y avoir des accidents du travail, mais vous n'êtes pas couverts. Ils sont pas couverts. Titre-là. Oui, bien sûr. C'est ça. Et donc vous découvrez quoi ? La précarité, à la fois salariale, la précarité dans le système de protection sociale. Vous découvrez peut-être aussi les abus sur les horaires. C'est ça. Encore une fois, il y a zéro protection. Donc ça veut dire que si à un moment donné vous ne satisfaisez pas pour X ou Y raison aux attentes du client qui est la plateforme de livraison de repas, en fait du jour au lendemain ils peuvent vous désactiver. Donc c'est vraiment c'est une sorte de faille dans la matrice du droit social français, mais qui est très problématique à mon sens. Alors vous êtes, je le disais, un jeune entrepreneur. Comme beaucoup de jeunes entrepreneurs aujourd'hui, vous êtes engagé. Quels sont les personnages qui ont le plus marqué votre parcours, qui sont aux racines de votre engagement depuis l'enfance jusqu'à la création de votre entreprise ? Je dirais que dans mon enfance, il y a quand même pas mal eu mes grands-parents paternels qui ont assuré une partie de mon éducation. Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis de plus fort ? Eux, c'est vraiment une forme d'abnégation pour leur famille, en fait, pour la cellule familiale. Moi, j'ai peut-être un rapport un peu différent, mais eux, ça a vraiment été le travail quand même d'une grosse partie de leur vie, de créer cet écosystème familial, de l'entretenir en organisant des fêtes, des rassemblements. Ils ont soutenu financièrement quasiment tous leurs enfants, leurs petits-enfants. Ils nous ont hébergés et ça c'est vraiment inspirant. C'est eux qui ont assuré votre protection à ce moment-là ? En bonne partie, oui. Ouais. Et plus tard, dans l'univers professionnel, il y a notamment eu quelqu'un qui est passé par Cargonaut, qui s'appelle Hugo, qui m'a pas mal mentoré sur plein de choses, qui m'a beaucoup fait progresser sur des tâches techniques, mais aussi beaucoup inspiré, et c'est notamment lui qui a insufflé en fait un peu l'idée de la coopérative au sein de la boîte, qui auparavant était une SARL classique, donc un modèle lucratif de base, qui a derrière été transformé en coopérative. Voilà. Il est toujours là, c'est Hugo, aujourd'hui ? Il est parti vers d'autres contrées, à Caen, mais toujours dans un projet lié à l'économie sociale et solidaire, un tiers-lieu qui s'appelle le WIP, qui a fermé depuis. Allez, un petit coup de pub. Ah non, trop tard pour le coup de pub, ça a fermé. D'accord. Alors, dites-nous quand même, avec les Cargonautes, aujourd'hui, on comprend d'où vous venez, on voit votre parcours. Dites-nous quel défi de société vous essayez de relever au quotidien avec les Cargonautes ? Nous, je dirais que ce qu'on essaye d'adresser, c'est quand même deux grands défis de notre époque. Hein. J'ai parlé tout à l'heure de la transition écologique, mais c'est ça, hein, c'est débarrasser les centres-villes au maximum, en tout cas, des véhicules polluants, donc pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en premier lieu, et aussi adresser le sujet de la précarité des ouvriers. En tout cas, nous, c'est les livreurs et les livreuses à vélo, qui sont pour la majeure partie payés au SMIC et pas du tout reconnus à la valeur de ce qu'ils réalisent dans d'autres environnements professionnels.
Alors des livreurs à vélo, mais en même temps les cargonautes, ce sont des vélos cargo. C'est pas juste des livreurs de pizza avec un sac à dos sur le dos. Vous transportez quel type de volume, quel type d'objet, quel poids et à quelle fréquence? Comment ça marche les cargonautes? Déjà, je pense que c'est important de préciser qu'en fait nous on fait pas seulement de la livraison, c'est notre activité de base, mais on a aussi développé tout un tas d'autres activités autour du vélo cargo et de la logistique. Pour aller très rapidement, en gros, l'histoire à chaque fois c'est on a besoin d'un outil ou d'une compétence en interne, et du coup on apprend, on innove, on internalise et ensuite on essaye de valoriser ce qu'on a produit. Donc c'est le cas avec la réparation des vélos cargo. C'était une fonction essentielle à notre activité. Maintenant on réalise de la réparation pour le compte d'autres entreprises. On a développé nos propres caisses de transport pour les vélos cargo, parce qu'on ne trouvait pas de matériel adapté. Et maintenant, on les vend à des homologues. On a conçu notre propre logiciel de gestion d'entreprise de cycle logistique, qu'on commercialise maintenant à une trentaine d'autres boîtes, qu'on commence à internationaliser. Et plus récemment, on a lancé une activité de conseil et de formation pour accompagner tout type de structure dans leur projet vélo cargo, justement pour valoriser l'expérience qu'on a acquise au fil des années. Oui. Voilà. Et sur la partie livraison, pour résumer, on livre tout type de marchandises, mais avec une grosse dominante alimentaire, principalement à destination des restaurants. Donc nous, nos clients sont toujours des professionnels, et on livre dans 80% des cas d'autres professionnels sur des boissons, type de la kombucha par exemple, des fruits et légumes, beaucoup de micro-pousses, de café, pour la restauration. Donc le profil type de vos clients, ce sont des restaurateurs et des professionnels? En fait, les restaurateurs, ce sont les destinataires, et nos clients, ça va plutôt être les producteurs, donc un torréfacteur par exemple. D'accord, très bien. Vous créez combien d'emplois avec votre activité? À l'heure actuelle, on est une quarantaine de salariés, voilà, et qui sont répartis sur les différentes activités de l'entreprise. Et en termes de modèle social, en fait, nous, on essaye de faire un maximum d'hybridation des postes. C'est-à-dire qu'il y a très peu de personnes qui ont qu'une seule tâche au sein de Cargonautes, et la majeure partie en ont 2 ou 3. Donc ça va, en termes d'emploi du temps, ça va être des personnes par exemple qui, la moitié de la semaine vont être coursiers ou coursières, et une autre moitié vont travailler sur des tâches administratives RH, produire des caisses, faire de la réparation de vélo par exemple. Quelle est la proportion homme-femme? Alors je crois qu'on doit être à 22% de femmes actuellement, sachant qu'on est dans une filière où la moyenne c'est 7%. Et on a mené quand même un gros boulot ces dernières années d'inclusion pour essayer de créer de la place justement pour les femmes au sein de la structure. Alors puisque vous parlez de modèle social que vous proposez à vos salariés, est-ce qu'ils sont tous à plein temps? À quel niveau de rémunération ils sont payés? Est-ce qu'ils sont tous associés de la coopérative? Comment ça fonctionne sur le plan social? On embauche quasi exclusivement en CDI. Là, je pense qu'on doit avoir un CDD, je pense. C'est parce qu'on est avant la période estivale et que c'est une période où on a une baisse d'activité. À temps plein, oui, nous, ce qu'on propose systématiquement, ce sont des temps pleins. Après, il y a des personnes qui peuvent cumuler leur emploi chez Cargonautes avec une autre activité, ou qui ont d'autres projets et du coup qui peuvent demander des contrats horaires un peu inférieurs à 35 heures. En termes de taux de sociétariat, donc la proportion de salariés qui sont associés, on est à 55%. Donc sur 39 salariés, on est 21 associés salariés. Quelle est la condition pour devenir associé? Déjà, c'est pas obligatoire sans doute. Il y a peut-être des salariés qui n'ont pas envie d'être associés, mais il y a peut-être des conditions à l'entrée au sociétariat aussi. On a fait en sorte de mettre en place les conditions les plus ouvertes possibles. Ce qui se fait de manière générale dans le milieu coopératif, c'est 2 ans d'ancienneté et un apport en capital de 3 ou 4 000 euros. Nous, on est à 6 mois d'ancienneté et un apport en capital qui correspond à 50% d'un salaire mensuel brut. Donc pour un coursier ou une coursière, c'est un peu plus de 1 000 euros. Voilà. Et alors la particularité d'une coopérative, c'est quand même que les salariés votent pour désigner leur gérant. Vous êtes gérant élu
parmi les salariés, c'est bien ça? Tout à fait. Élu d'une part et aussi révocable à tout moment. Ça, c'est quand même un très fort pouvoir démocratique, à mon sens, offert par la coopérative. C'est de pouvoir éjecter son dirigeant ou sa dirigeante si l'assemblée des associés décide qu'il n'est plus ou qu'elle n'est plus la bonne personne pour mener la boîte. Ça vous fait peur? Pas vraiment, honnêtement. Je sais que c'est une disposition statutaire qui m'oblige, voilà, qui me force à respecter un certain cadre, mais je pense que ça se fait, en tout cas chez Cargonaut, dans une vraie confiance avec l'ensemble des salariés associés. Je crois qu'à la dernière AG, il me semble que j'avais été élu quasi à l'unanimité, donc voilà, il y a un vrai contrat de confiance. Je pose la question parce que ça peut faire peur à d'autres créateurs d'entreprises qui se diraient « Ah bah oui, le modèle coopératif, pourquoi pas ?» Sauf que si c'est pour me faire débarquer l'année prochaine, je vais peut-être hésiter. Bien sûr. Non, mais de toute façon, le modèle coopératif, il fonctionne dans la confiance, encore une fois. Enfin, il faut qu'il y ait... et il faut aussi... Il ne faut pas que ça devienne forcément un endroit où toutes les décisions se prennent avec tout le monde. Enfin, je pense que ça dépend de la taille. Peut-être qu'à une dizaine de personnes, effectivement, on peut engager beaucoup plus souvent les différents salariés sur les décisions de la boîte. Nous, à 40, on est obligé quand même de segmenter un peu et on a voilà, plusieurs règles déterminées ensemble. En général, c'est celui qui sait, qui fait. Et les décisions qu'on va prendre en collectif, c'est vraiment les grandes décisions stratégiques, typiquement le projet à 3 ans, les objectifs à 1 an, si on doit souscrire un emprunt bancaire, si on a une stratégie d'investissement ambitieuse, mais aussi, on vote aussi d'autres choses, par exemple la grille salariale. La grille salariale qui nous dit que le salaire moyen chez vous, c'est combien? En salaire moyen... si vous avez le chiffre. Alors je ne l'ai plus en tête, je crois qu'on doit être autour de 2300 € brut, un truc comme ça. On n'a pas des salaires mirobolants. En revanche, on a une grille salariale avec des écarts de salaire très contenus. Entre le plus bas et le plus haut salaire, on a un coefficient de moins d'1,7. Alors on comprend au travers de vos propos que vous êtes un contre-modèle à l'ubérisation finalement, en termes de modèle social, en termes de participation démocratique. Qu'est-ce qu'il en est du modèle économique? Est-ce que votre engagement social impacte votre rentabilité? Oui, mais c'est à la fois de façon positive et enfin, je vais aller dire négative, mais même pas tant que ça. En fait, c'est juste que nous, on s'astreint à chercher un modèle où on peut verser le plus de rémunération et offrir les meilleures conditions de travail aux salariés. Moi, mon job en tant que dirigeant, c'est assurer la pérennité financière de l'entreprise et satisfaire les salariés. Moi, je n'ai pas d'enjeu personnel, en fait. Et c'est ça, je pense, peut-être une des plus grosses différences avec des modèles lucratifs. C'est que moi, je ne me constitue pas un patrimoine pour moi. Je n'ai pas d'intérêt à ce que l'entreprise surperforme d'un point de vue financier. Par contre, on doit construire un modèle économique viable. Et notre modèle social, il nous permet à la fois de nous positionner sur des segments d'activité quand même très premium, notamment sur la partie livraison, avec une qualité de service et comment dire, et une personnalisation des prestations qui est assez élevée. Et donc on peut facturer des prestations qui sont assez chères. On est vraiment sur le haut de la fourchette en termes de prix pour de la logistique. Et en même temps, voilà, comme on cherche à rémunérer au mieux nos salariés et à faire en sorte de ne pas pressuriser les personnes, donc quand même d'investir un peu dans une structure RH qui permette aux gens de vivre correctement, forcément c'est un peu plus cher aussi. Vous vous êtes fixé des objectifs en termes d'impact social ? Pas vraiment. Nous, on est encore assez néophyte en fait sur ces notions d'impact, parce que c'était pas... En fait, nous, au début du projet, le but, c'était vraiment de construire une boîte où on se sent bien, en fait. Et finalement, c'est cette idée de comment on fait le plus d'impact que possible, comment on mesure l'impact, c'est venu assez récemment, et aussi sous l'influence, voilà, de différents partenaires. Mais nous, là, on a quand même une ambition, c'est d'accueillir toujours plus de femmes. Ça c'est quand même, ça fait vraiment partie de la stratégie de la boîte. Et à terme aussi de mener une politique d'inclusion plus forte à destination de publics qui ne sont pas forcément dans la même culture ou qui viennent des mêmes milieux que nous.
à l'origine. Parce que finalement, c'est quand même assez homogène chez nous en termes de mode de pensée et on a encore un peu du mal à ouvrir à d'autres types de personnes. Alors les entrepreneurs comme vous se font souvent accompagner, tous les entrepreneurs. Vous êtes fait accompagner par l'accélérateur ESS de HEC Paris. Que vous a apporté cette accélération? Pour nous, cet accompagnement il était super précieux dans le sens où on faisait depuis déjà pas mal d'années. On faisait certaines choses correctement et puis d'autres un peu moins bien. Et sur en gros, on avait beaucoup de matière brute, beaucoup de connaissances empiriques qu'on avait accumulées au fil des années. Et ce que nous a permis l'accélérateur, vraiment, à mon sens, c'est d'organiser tout ça, en fait. C'est d'avoir l'apport théorique nécessaire pour structurer par exemple une stratégie commerciale, un plan de développement et puis aussi des règles qui nous permettent de mieux nous organiser au sein de l'équipe. Par exemple de créer une structure managériale qui tourne, quoi. Enfin voilà, c'est cet apport-là dont on a le plus bénéficié, je pense. Vous avez vu le changement? Ah oui, de façon opérationnelle, oui. Il est où le changement? Bah c'est ce que je disais, c'est sur la stratégie commerciale. On a une stratégie commerciale. Donc ça veut dire que vous gagnez plus de clients, plus vite, avec des plus gros montants. Ça se traduit comment? En gros, on a été en mesure on a quitté un modèle opportuniste où en gros on prenait toutes les demandes qui nous arrivaient, indépendamment de est-ce que ça correspond à ce qu'on sait faire ou à la valeur ajoutée qu'on peut apporter, à quelque chose à une stratégie beaucoup plus ciblée sur le plan commercial, où on sait notre créneau de pertinence en fait, et quelle valeur ajoutée on apporte aux clients. Et par exemple, on a réussi à se débarrasser de la peur de la concurrence quasiment. Avant c'était, on voyait tous les autres acteurs qui faisaient de la logistique, hein, peu importe qu'ils la fassent à vélo ou en motorisé, comme des concurrents. Maintenant, en fait, on a l'impression d'avoir vraiment trouvé notre sweet spot en fait. Votre positionnement? Ouais. Votre positionnement premium, vous le disiez tout à l'heure. C'est ça. D'accord. Vous avez appris à mieux vous connaître finalement. C'est ça. Oh oui, je dirais que c'est ça qu'on est parvenu à faire avec l'accélérateur. Et alors, qu'est-ce que vous diriez à d'autres entrepreneurs qui veulent, comme vous, créer leur entreprise et rechercher leur alignement personnel et professionnel, qui cherchent probablement à mieux se connaître aussi? Qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui? Quel conseil je pourrais donner? Ça peut être un conseil, ça peut être un mot d'encouragement, ça peut être différentes choses. Bah, je pense que le principal conseil que je peux donner, c'est d'abord de faire attention à soi et aux gens avec qui on travaille, de ne pas laisser de côté le management, parce que ça, c'est... En fait, j'ai souvent entendu ça dans les milieux ESS, que la culture du non-management, c'était une bonne chose et qu'il fallait que les collectifs s'organisent de façon quasi autonome. C'est vrai que moi j'en suis un peu revenu et je pense qu'on est beaucoup mieux en fait en termes de bien-être des salariés avec une structure managériale qui fonctionne. Et toujours dans cette optique, dans des organisations très libertaires où voilà, les gens ont une grande place pour s'exprimer. En fait, la taille du terrain de jeu, les limites du terrain de jeu, elles sont peut-être encore plus essentielles que dans d'autres organisations. Et après, sur l'alignement des valeurs et du travail qu'on a envie de faire, moi je pense que ça procure voilà, un bien fou. Maintenant, je pense qu'il faut aussi savoir parfois faire des compromis. Typiquement, nous, on utilise la suite Google. Voilà, on ne peut pas mener toutes les batailles en même temps. Ça, je pense que c'est vraiment important de le dire. Il faut savoir prioriser aussi qu'est-ce qu'on fait, dans quel timing, et évidemment essayer d'être le plus cohérent possible à la fin. Mais on peut pas tout faire en même temps. Merci beaucoup, Paul Roudot, pour ce témoignage et bravo pour votre engagement. Merci Frédéric, avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr très vite pour d'autres portraits engagés dans cette série de portraits vidéo organisée avec l'accélérateur ESS de HEC Paris et la région Île-de-France.